Attention, cette vidéo contient du spoil sur les animés suivants. Au programme de la saison, du poison qui donne des super pouvoirs, de la magie anti-daronne, du suicide et... Gabou. Ouais. On commence avec Mariage Toxine qui raconte l'histoire de Goro, un jeune homme devenu expert en poison grâce notamment à sa famille qui lui a transmis ça de génération en génération, mais pour qui il s'agirait de faire un héritier. Réarmement démographique. Et c'est pendant sa mission qu'il va faire la rencontre d'une jeune femme. Oh. Je sais plus trop quoi dire là. Qui est experte dans les arnaques amoureux, il va donc décider de l'épargner en échange de son aide pour trouver une future épouse. C'est animé par le studio Bones Film, ne cherchez pas de différence technique, c'est le studio Bones que tu connais pour FMA Brotherhood ou My Hero Academia, utilisant simplement leur dénomination cinématographique premium pour cette série. Visuellement c'est propre et certains mouvements d'action donneraient presque le vertige. On continue avec l'atelier des sorciers qui raconte l'histoire de Coco, une jeune fille souhaitant devenir une sorcière, sauf que les sorciers n'ont pas le droit de dire comment en devenir un. Alors Coco va avoir la très bonne idée de regarder par la fenêtre et d'espionner un sorcier en pleine action pour savoir comment il fait. J'ai fait un beau coloriage, j'ai même pas dépassé. Et résultat, elle a frisé sa daronne dans un giga cristal de malade mental et le sorcier a répondu à ses actes en l'acceptant comme apprenti, même si c'était surtout pour qu'elle arrête de faire des conneries, maintenant qu'elle connaît le secret de la sorcellerie. La réalisation a été confiée au studio Bugfilm, studio né en 2021 des mains de Kojima, non pas celui-là, voilà. L'ancien producteur pour OLM, connu pour avoir notamment réalisé Komi, Cherche ses mots, The 100 ou encore l'excellent Summertime Wandering. Le défi majeur d'adapter l'atelier des sorciers concerne le trait extrêmement détaillé et organique de la mangaka Kamome Shirahama. Et autant dire que le défi est pour le moment réussi. Maintenir un niveau de détail élevé tout en rendant l'animation fluide nous fait sentir l'influence de ses succès passés dans la gestion de la lumière et des textures, qui donne un aspect presque illustré à l'image plutôt que purement numérique. On sent que c'est le projet de la maturité pour Kojima, il a pris des leçons de ses années chez OLM et les a appliquées pour sublimer une œuvre réputée inadaptable. Ce mec, c'est Toya Senji, un lycéen brillant mais qui se sent désespérément médiocre en comparaison de son frère aîné, un génie accompli. Toya est obsédé par une seule idée, posséder un talent unique, quelque chose qui le rendrait vraiment spécial. Et un jour, une nouvelle élève débarque dans sa classe, fout un vent au prof et... De gauche, Kunas. Après l'avoir suivi en sortant de cours, elle lui propose d'obtenir un talent d'une de ses vies antérieures en se tranchant la gorge avec un canif magique qui transforme le sang en pétales. Oups, mauvaise bande son. Notre protagoniste finit par réveiller le talent d'un célèbre voleur japonais, Ishikawa Goemon, lui permettant de voler littéralement des objets ou des concepts à ses adversaires. Une fois qu'il accepte son sort, Toya devient extrêmement pragmatique, il ne voit pas son pouvoir comme un don héroïque pour sauver le monde, mais comme une arme nécessaire pour survivre dans un monde de monstres. Sa mentalité devient prédatrice, puisqu'il est un voleur, il décide de voler la victoire, peu importe la moralité des moyens employés. Bon, je pense que vous l'avez remarqué au style assez particulier, mais si je vous dis Gainax... Oula, tu te calmes montage, tu te calmes. Ce n'est pas Gainax qui s'occupe de l'anime vu qu'il n'existe plus vraiment, mais Benten Film, studio ayant comme producteur Yoshiki Yamashita, l'ancien de chez Gainax. C'est donc une sorte de successeur spirituel qui reprend l'esprit créatif de Gainax, et on va pas se mentir, ça se voit un peu, tous les efforts d'animation sont focus sur les personnages, c'est à la fois une méthode pour concentrer l'esprit du spectateur en un seul point précis, mais c'est aussi un moyen d'économiser de la thune. Pour un studio avec un budget très limité, personnellement ça ne me dérange pas plus que ça, j'ai pu voir que le premier épisode, mais les thèmes abordés derrière cette histoire de réincarnation semblent assez profonds. Hâte de voir ce que la suite nous réserve, je trouve juste ça regrettable qu'aucune plateforme ne licencie l'anime en France, ça nous aurait changé des isekai qui pleuvent par centaines chaque saison. Après Fullmetal Alchemist, Stars Senki et Silver Spoon, Arakawa revient avec Yomi no Tsugai. L'histoire commence dans un village reculé où Yoru, un jeune chasseur aguerri, mène une vie paisible en harmonie avec la nature. Il part s'occuper de sa sœur jumelle, Asa, qui vit recluse dans une cellule au cœur du village pour accomplir un devoir mystérieux lié à une prophétie. Le quotidien bascule brutalement lorsque des soldats équipés d'armes à feu attaquent le village. Yoru, inquiet pour sa sœur, court jusqu'à la prison. Au milieu du chaos, une femme prétendant être la vraie Asa apparaît et tue la Asa de la prison grâce notamment à une créature bizarre.
Yuru est ensuite guidé vers le sanctuaire du village par un homme nommé Dora, Dera. I am Dora. Guten Tag, ich bin Dora. Là, il brise le sceau des Tsugai, protecteurs du village, et libère Sayu et Haru, qui sont les divinités de la gauche et de la droite. De ce que j'ai compris. Bon, je ne m'attarde pas sur le studio, on en a déjà parlé plus tôt, c'était déjà propre sur Mariage Toxin, mais là j'ai l'impression qu'ils se sont surpassés. En revanche, on peut pas en dire autant de la VF de Crunchyroll. Voilà qui conclut cette vidéo, c'était rapide, très rapide. Dites-moi en commentaire les animés que vous suivez cette saison. On se retrouve dans 3 mois pour la prochaine review. Abonne-toi, lâche un like, ciao.